Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle cette session de rentrée du rendez-vous du libraire. Cette fois-ci consacrée à la collection 9,5 Glénat, la projection du film de Jacques Deray, Un papillon sur l'épaule. Vous allez voir, film très insolite dans la carrière de Deray. Je vais laisser la parole à Stéphane. On se retrouvera après la projection à la librairie pour une séance de dédicace avec les auteurs de la bande dessinée qui sont ici, qui vont vous présenter le film en compagnie de Franck Marguin des éditions Glénat. Et donc on se retrouve après pour la séance de dédicace. Je laisse la parole à Stéphane. Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Là, je me situe à l'étage pour vous présenter cette matinée ciné-BD, donc en partenariat avec Glénat, le cinéma du Panthéon et la librairie du cinéma. Et moi, je représente la revue Papier Nickelé. Donc, on avait déjà travaillé sur un ciné-BD ici avec Jean-Claude Mézières. Et effectivement, la revue Papier Nickelé travaille sur l'image. Et on voit aujourd'hui que le cinéma inspire beaucoup la bande dessinée chez plein d'éditeurs. Et effectivement, Lino Ventura, L'œil de verre, c'est une bande dessinée très étonnante. Donc, j'en dirai pas grand-chose. Sinon, peut-être de vous montrer cette image qui est très intéressante, puisque Ventura était quelqu'un qui était très cinéphile et qui a toujours questionné, on en reparlera après, qu'est-ce que c'est qu'un acteur aujourd'hui. Alors, peut-être pour vous dire qu'on est aujourd'hui au centenaire de la naissance de Lino Ventura, que ce personnage, il est paradoxal pour plein de raisons. On peut dire que c'est un homme sans père qui a joué des pères. Un de ses derniers films, La 7e cible, effectivement, il se retrouve face à sa fille qui vient de sauver. C'est quelqu'un qui est cinéphile, on le voit beaucoup dans la bande dessinée, fan de Gabin, Tracy, Bogart. Il est fidèle en amitié avec Giovanni, Pinotto et Jacques Deray aussi. Un homme de valeur, par exemple, quand il joue Jean Valjean, il est vraiment Jean Valjean. Les personnages, il dit qu'il aurait pu saluer tous les personnages qu'il a joués. Il n'aurait jamais pu jouer Mesrine, par exemple. Il est souvent un peu un clown blanc. C'est quelqu'un qui va aborder l'humour sur cette figure-là, de la commedia dell'arte. Il va jouer dans les Tontons Flingueurs, l'emmerdeur. Et paradoxalement, avec ce côté comique décalé, il va avoir beaucoup de rôles où il va être seul contre le système. Et c'est vrai que le film qu'on passe, c'est un film qui est le film préféré de Jacques Deray. Et Jacques Deray, chaque année, vous avez un prix remis sur le film qui est plus proche de l'univers de Jacques Deray. Alors, Jacques Deray, c'est quelqu'un qui hésite entre des films intimistes sur les relations sentimentales, et peut-être qui filtre un peu avec la dépression parfois, et sur des films plutôt d'action, inspirés de la série B américaine. Donc on a un mélange assez étonnant dans le cinéma français. Et le prix Jacques Deray, vous voyez, qui a été remis à Maïwenn, on voit que sur la petite figurine, on a un homme avec un papillon sur l'épaule. Voilà, qui est le titre de la bande dessinée qu'on va vous présenter. Donc là, je cède la parole à Franck Marguin de Glénat, qui est directeur de collection, avec Stéphane et Arnaud, qui sont les auteurs de cette très belle bande dessinée dont on reparlera après. Franck, à toi. Merci Stéphane. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vous présente Arnaud Le Gouet-Fleck, scénariste, et Stéphane Ouary, dessinateur de ce merveilleux album Lino Ventura et L'œil de verre, que j'ai eu la chance de publier aux éditions Glénat il y a quelques semaines et qui rencontre un beau succès. C'est une biographie de Lino Ventura, mais pas seulement. C'est une rêverie autour du personnage de Lino Ventura. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce monstre sacré du cinéma français, Stéphane? C'est moi qui dois commencer. Ouais, pourquoi pas. Pourtant, ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet, c'est Arnaud. Donc, Justement. Puisque c'est Arnaud qui m'a fait cette proposition-là. Et avec Arnaud... Bon, j'avais beaucoup d'admiration pour son travail, je suivais un petit peu toute sa trajectoire, d'ailleurs pas seulement comme scénariste de bande dessinée, mais aussi son intérêt pour la musique, puisqu'il est aussi musicien, il est fondateur d'un label, d'un festival de rock, etc. Donc c'est une trajectoire, Arnaud, que je suivais depuis longtemps et qui m'intriguait, j'avais très envie de travailler avec lui. Donc quand il m'a proposé ce projet, c'était d'abord le fait que lui s'intéresse à Lino Ventura qui m'a intrigué, puisque pour ma part, j'étais assez réticent, par exemple, à l'idée de faire un biopic. C'était pas forcément un genre dans lequel je me sentais à l'aise. Et en fait, assez rapidement, lorsque Arnaud m'a parlé du projet, j'ai compris ce qui l'intéressait, lui Arnaud, chez Lino Ventura,
Et j'ai aussi senti très rapidement que ça n'allait pas être tout à fait un biopic traditionnel et qu'il y avait une approche effectivement un peu... Tu parlais d'une rêverie, moi je l'ai vraiment compris comme ça, d'une rêverie autour d'un personnage, d'une figure, d'une icône. Et ça nous permettait des digressions, ça nous permettait une réflexion plus large sur ce qu'était le jeu, ce qu'était enfin, le jeu d'acteur, hein, même une réflexion sur la bande dessinée, on en parlera peut-être plus tard. Donc tous ces éléments-là ont fini par me convaincre et me séduire, et voilà. Alors oui, c'est une rêverie, mais en même temps, tout ce que vous narrez dans cet album est vrai, basé sur des anecdotes ou des faits totalement réels. Arnaud, justement, quelle a été ta méthode de travail pour aborder ce personnage et suivre les directions que tu as empruntées? Ben, c'était suivre le fil d'une rêverie, effectivement. C'est-à-dire qu'au départ, autant c'est moi qui t'ai donné envie de faire le projet, autant moi c'est Franck qui m'a contacté un jour, donc l'éditeur, en me disant est-ce que on lance une collection sur le cinéma, est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur Lino Ventura? Et bon, ben, pour moi, Lino Ventura, c'était une icône familiale qui faisait partie vraiment des meubles, si j'ose dire, depuis mon enfance. Bon voilà, ça faisait partie des personnalités dont on avait vu les films, vu et revu les films en famille, mais j'étais pas un aficionado particulièrement ou un amateur éclairé de ce qu'il avait pu faire. Donc j'ai commencé un peu, pour pouvoir répondre à sa question, est-ce qu'il y avait matière à faire une bande dessinée sur ce sujet-là, j'ai commencé à me renseigner, à lire un petit peu ce que je pouvais trouver sur lui, et le déclic, ça a été le catch. Ça a déclenché la rêverie, en fait. Hein. L'idée que ce personnage avait en fait une trajectoire qui passait par cette mythologie du catch. Donc j'ai commencé là-dessus, et puis j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur Ventura, et j'ai tiré le fil d'une errance, un peu d'une rêverie, en me disant que de toute façon on ne pourrait pas embrasser toute la complexité de cette carrière-là dans une bande dessinée, qu'on pouvait pas, et que le but c'était pas de faire une BD didactique sur l'œuvre de Ventura, mais qu'on devait s'y aventurer aussi avec ce fil-là, et donc j'ai suivi le fil de la curiosité, et en tirant sur ce fil, j'ai amassé la pelote de l'histoire. Voilà. Il y a un personnage qui a été déterminant dans votre travail, c'est Jean-Claude Carrière, que vous avez rencontré pour l'élaboration de l'album, et qui d'ailleurs a réalisé la préface du livre. Et il se trouve que c'est aussi le scénariste d'Un papillon sur l'épaule, enfin le co-scénariste d'Un papillon sur l'épaule. Est-ce que la rencontre d'avec Carrière a donné cette trajectoire aussi à votre livre? C'est-à-dire qu'en fouillant dans les anecdotes et en cherchant donc des éléments pour cette rêverie, je suis vite arrivé à Jean-Claude Carrière, qui est un personnage qui m'intriguait depuis longtemps, de toute façon, parce que je trouve que c'est un auteur un peu multimédia assez fascinant. Et donc, Le papillon sur l'épaule est arrivé juste après. J'ai regardé évidemment grosse quantité de films de Ventura, et celui-là m'a magnétiquement attiré. Et donc, j'ai au culot, j'ai Noël Simsolo, qui est l'autre directeur de collection, m'a donné son email. Il a un carnet d'adresses, Noël. Et au culot, je lui ai envoyé un mail en demandant si je pouvais éventuellement discuter un peu avec lui au téléphone, peut-être, de ce scénario d'Un papillon sur l'épaule qui m'a intrigué beaucoup. Et donc il m'a invité carrément à aller le voir chez lui, donc j'y suis allé, et on a eu une discussion très intéressante. J'avais l'impression de discuter avec une sorte de moine zen. Il y avait quelque chose de bouddhiste dans notre discussion, un petit peu avec des silences, et on a beaucoup parlé justement de ce film, qui est aussi un film un peu elliptique, un peu voilà, il y a une absence, c'est un film un peu hanté, quoi. Voilà, et donc ça m'a confirmé dans l'idée de creuser et d'axer une partie de la BD sur cet axe-là. Avant de revenir sur Un papillon, je voulais demander à Stéphane comment on s'empare graphiquement d'un monstre sacré comme Ventura, qui a des traits physiques tellement, je veux dire, connus et adoptés par les gens. Comment est-ce qu'on arrive à créer son propre Ventura? Je ne saurais pas exactement répondre à cette question. Disons que j'ai considéré que Lino Ventura était une silhouette. C'était vraiment ça l'approche. Ce qui me permettait de... Parce que pour moi, la bande dessinée est un art de la silhouette. Ce qui fait la force des personnages de bande dessinée, c'est qu'ils sont identifiables par la silhouette.
si on voit l'ombre de Tintin ou celle de Lucky Luke, elle suffit à identifier le personnage. Et donc j'ai démarré par ça, c'est-à-dire cette silhouette. Donc j'avais évidemment des photos, j'avais aussi des affiches de films, il avait déjà été dessiné, etc. Donc j'ai essayé d'abord de le capter comme ça, comme une silhouette, et après c'est venu tout seul. Finalement, ce qui facilitait les choses aussi dans mon approche, c'était le fait que c'était un personnage qui restait, dont le jeu était très minimal, très neutre. Et ça m'intéressait beaucoup aussi parce que j'ai du mal avec l'idée des expressions du visage qui peuvent en bande dessinée vite devenir caricaturales. Donc là je savais que c'était une silhouette, c'était aussi un certain nombre de codes qui restaient stables et qui permettaient finalement, qui était assez transparente, c'est-à-dire on pouvait y projeter un peu ce qu'on voulait. À partir du moment où la silhouette et ces quelques traits sont identifiables, après il n'y avait pas besoin de forcer le trait, il n'y avait pas besoin de le faire jouer en fait. Sa seule présence suffisait à exister. Alors on va maintenant profiter du film parce que vous êtes globalement venus aussi pour voir ce film magnifique. Je vais faire un petit sondage. Qui a déjà vu un papillon sur l'épaule parmi vous? 7, 8 personnes, donc beaucoup vont le découvrir. C'est un film extraordinaire. Déjà, je voulais remercier le Cinéma du Panthéon parce qu'on a déjà de l'invitation, mais aussi d'une magnifique nouvelle, c'est que la copie que vous allez voir projetée aujourd'hui est une copie en 35 mm. Et ce n'est pas la copie numérique restaurée qui circule depuis que la Gaumont l'a restaurée. Alors effectivement, vous allez voir des petites imperfections dans la péloche, hein, parce que c'est une copie qui a quelques années, mais c'est magnifique de pouvoir assister à une projection en pellicule quoi, d'un film comme ça, en 35 qui plus est. Donc moi j'en suis ravi parce que je l'ai vu soit à la télé, soit en projection 35, en projection numérique, donc c'est super. C'est un film incroyable, il faut savoir qu'il est coécrit donc, par Jean-Claude Carrière, qui sort à ce moment-là de 6 films pour Louise Buñuel, et par Tony Noguera, écrivain et scénariste italien, qui écrivait les scénarios d'Antonioni et de Tarkovsky. Donc imaginez ces deux hommes qui se réunissent ensemble et qui se mettent à écrire pour Ventura, qu'on a plutôt l'habitude de voir chez un Georges Lautner, et pour Jacques Deray, qui est un cinéaste hautement estimable, mais qui, comme le précisait Stéphane tout à l'heure, a navigué durant sa carrière entre des films d'action, des policiers, etc. Et là, on est dans un grand film métaphysique, un film qui pose des questions qui hantent. Enfin, moi, je l'ai découvert enfant et j'ai dû le voir une dizaine de fois depuis, il continue de me hanter. Je le rapproche de films postérieurs comme Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick ou alors même Lost Highway de David Lynch. C'est ce qu'on appelle des films postulats, c'est-à-dire des films qui partent ce que Hitchcock appelait un MacGuffin sans jamais donner de solution et qui va broder une sorte de paranoïa autour de ce postulat premier. Ça peut évoquer aussi les films paranoïaques américains des années 70, les films de Pakula et des choses comme ça, mais dans une version beaucoup plus minimale parce que justement revue par le prisme de la modernité européenne. Donc bonne projection à tous, merci encore de votre présence, merci à vous deux messieurs et à tout à l'heure. On se retrouve, donc il y aura un petit jeu animé par Stéphane après la projection et ensuite on se retrouve tous dans la librairie juste à côté pour une séance de dédicaces et rencontres avec les auteurs. T'arrambis a mi, escolta'm, o sigui que veurem aviam el d'allò. Ah, Ferio! Yes. Just exentos, just in web. Ah, sí, sí. Hola, Ferio. Ferio, oui. Avec un D? Oui, Roland Ferriot. Nationalité? Française. Marié? Non, mais enfin... J'ai ouvert ma porte et j'ai entendu des gémissements. Ça venait de la porte à côté. Alors j'ai pensé qu'il devait peut-être y avoir un malade et j'ai frappé, je suis entré.
sûr qu'on me prend pour quelqu'un d'autre. Pourtant, on connaît mon nom. On sait qui je suis. Et on me surveille. On me dirige dans le noir comme un rat dans un labyrinthe. On a enlevé Sonia. J'ai du mal à croire tout ça. Moi, je vais vous demander à vous, du coup, parce que dans la BD, on peut regarder quelques planches de la bande dessinée, où effectivement, il y a Jean-Claude Carrière qui apparaît. Alors là, du coup, il a quel âge, Jean-Claude Carrière, quand vous le dessinez? Entre 30 et 40. 30 et 40, ouais. Donc effectivement, vous voyez la question, parce que Lino Ventura était quelqu'un de très rationnel, apparemment. Et alors, on peut passer à la suivante. Et voilà, il y a cette scène, et celle d'après, parce que du coup, voilà. Vous voyez, donc là, vous avez mis un truc énorme, je voudrais que vous m'expliquiez ça. Il y a le scénario. Alors, le scénariste va nous expliquer cette espèce de truc hallucinant. C'est ce qui lui a vraiment répondu quand il lui a posé la question, parce que Ventura recevait les scénaristes dans son bureau. Il avait un rituel, il était assis un petit peu surélevé pour impressionner, dominer tout de suite d'entrée de jeu le scénariste. Donc moi, évidemment, je me suis identifié un petit peu au pauvre scénariste qui se retrouve à justifier de son histoire. Et il cuisinait inlassablement les scénaristes, et il exigeait d'avoir une compréhension cartésienne de l'alpha et de l'oméga du scénario. Donc évidemment, des fois, ce que disait Jean-Claude Carrière, c'est que aucun scénariste ne peut le faire, en fait. Ce qui est vrai. Mais on fait semblant de pouvoir le faire pour convaincre, et donc c'est toujours le drame du scénariste. Et donc il lui demande, mais bon, alors il y a un personnage, il va dans une chambre d'à côté, il prend un coup sur le citron, il se réveille dans un hôpital psychiatrique, ok, il y a une valise, bon d'accord. Il lui dit, mais alors dans la valise, il y a quoi? Et Jean-Claude Carrière lui répond, il y a le scénario. Ce qui est quand même gonflé, quoi. Ce qui est pour avoir une réponse, mais ça ne nous éclaire pas plus sur le film. C'est-à-dire que normalement, c'était la fin de leur relation. C'est-à-dire que Ventura aurait dû lui dire, bon merci, au revoir. Et en fait, il le regarde et il lui dit, je piche pas, mais ça me plaît. Et il fait le film. Voilà. Alors on va peut-être. Donc c'est Arnaud qui nous aide à passer. On peut revenir à la slide d'avant, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est Ventura qui témoigne de ça. Peut-être commenter cette planche pour le public. Parce que c'est quelque chose qui a marqué Lino Ventura, cette fin de scénario. Voilà. Oui, ce qui est frappant. On m'entend? Ouais, c'est bon. Oui, ce qui est frappant, c'est que cette scène a été tournée, la caméra cachée dans la rue, donc tous les passants qu'on voit ne sont pas au courant qu'ils sont filmés dans un film. Et effectivement, ce qu'on voit à la fin, c'est que donc Lino Ventura est au sol, et les passants, certains jettent un regard, mais aucun ne s'arrête. Et là, c'est peut-être ce qui donne le sens au film quand Franck parle des personnalisations, etc. C'est-à-dire que là, on rentre dans un monde où il y a plus de, où quelqu'un peut être mort sur un trottoir et plus personne ne s'arrête. Et oui, et la fille de Ventura, dans un documentaire qu'elle a consacré à son papa, dit que ça l'avait marqué et qu'à travers cette expérience-là, son père avait vraiment senti qu'est-ce que c'était que la solitude, finalement. Il y avait quelque chose d'assez étonnant. Alors, je vous propose, on va faire 2-3 commentaires de planche pour donner aux gens envie de lire cette bande dessinée aussi. Ah, monsieur, vous aviez une... Allez-y. Oui, juste une petite question. La scène de l'accident de la route de la femme a-t-elle été tournée de la même façon? Ah, alors ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense, en tout cas, il n'y a pas de femme qui a été renversée, mais la réaction des piétons, des passants qui sont là, comme je connaissais cette histoire, là j'ai fait vraiment très gaffe. Il y a une autre scène qui est comme ça aussi, c'est à la fin où Paul Crochet est toujours en tenue de malade, de patient, et qui marche autour de la fontaine. Là, on voit bien que tous les patients le regardent comme si, en disant qu'est-ce que c'est que se demeurer. Donc je pense que toutes les scènes extérieures ont été faites sans prévenir les figurants. Alors, je vais vous poser quelques petites questions par rapport à des planches que j'ai sélectionnées. Alors, c'est effectivement, on a un dialogue imaginaire. On reviendra sur le personnage de Merlin qui interviewe Ventura, ce qui est un peu le fil narratif. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Je voudrais avoir vos points de vue sur Ventura et le cinéma. Là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui dit, effectivement, vous voyez, le garçon de café, il fait garçon de café, mais il n'est pas garçon de café.
Moi, je fais acteur, je ne suis pas acteur. Donc il y a tout un débat. Alain Delon à Cannes, il a redonné la définition qui vient de Diderot. Je vous la rappelle, parce que Ventura, en fait, on n'arrive pas à le classer dans l'un ou dans l'autre. C'est-à-dire, il y aurait d'un côté l'acteur, comme Alain Delon, qui aurait une présence, qui est là en fonction de ses sentiments, de son énergie émotionnelle, et qui transmet ça. Et en fait, il est un peu ça. Il y a un documentaire sur Ventura qu'on trouve qui s'appelle Il n'était que lui, qui est un peu dans ce sens-là. Sauf que Ventura, il dit non, moi je suis pas un acteur au sens, il dit je fais acteur. Et puis il y aurait le comédien, comme Jean-Paul Belmondo, où c'est des gens qui ont pris des cours et qui ont travaillé aussi sur la question de la distanciation, ça donne Brecht, enfin toute la théorie de ce jeu d'acteur. Alors pour vous, Ventura, chacun, comment vous le situez dans le paysage des acteurs du cinéma français? Vous voyez, là, il fait acteur. Voilà. Et que c'était le fruit du hasard. Voilà, je vous laisse commenter cette planche qui introduit un peu votre bande dessinée. Je crois qu'il prétendait, c'est quelque chose qu'il prétendait être arrivé là un peu par hasard. Mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a eu tout un apprentissage qui s'est construit aussi en tant qu'acteur, en allant notamment regarder des films et en imitant, en prenant la pause. C'est un cinéphile, Ventura. Donc il a bu en fait les postures, les attitudes d'acteurs qu'il vénérait, et donc il n'est pas évidemment arrivé là par hasard. Bon, il y a eu des circonstances fortuites qui font que du jour au lendemain, il s'est retrouvé entraîneur de champion de catch à acteur. C'est arrivé un peu fortuitement, mais il était prêt. Et il était déjà peut-être dans la préparation mentale d'un sportif et d'un acteur de haut niveau. Voilà, et donc c'est quelque chose qui prétendait, voilà, mais qui, je pense, est aussi un masque, une manière de se protéger et une mythologie qu'il a inventée, quoi. Stéphane, là-dessus, qu'est-ce que vous rajouteriez quelque chose sur le Ventura acteur pour vous? Oui, ici, pour moi, ce que ça évoque, c'est aussi simplement, c'est vraiment une posture philosophique, c'est-à-dire on ne peut pas réduire un homme à une fonction ou un métier, tout simplement. Et je crois que son rapport aux autres se caractérise très fortement par ça. C'est pour ça qu'il peut avoir de l'empathie ça ne l'intéresse pas de savoir si vous êtes acteur ou si vous êtes femme de ménage, comme on le montre au début de l'album aussi, quand on voit qu'il a du respect pour toute personne, peu importe sa fonction. Donc je crois que c'est aussi ce que dit cette scène. Et le départ, l'allusion au garçon de café, ça c'est pas une phrase de Ventura, c'est Sartre. C'est la théorie du garçon de café, le rôle social, voilà. Donc ça me paraissait coller justement à cette problématique-là, du rôle, et puis enfin bon, bref. Voilà. Alors, je vais juste vous proposer peut-être qu'on se déplace, parce que j'en remercie François qui filme la rencontre, mais pour qu'on soit vraiment dans le cadre, si vous vouliez venir peut-être un peu devant. Voilà, je tiens à préciser aussi que je ne bois pas de l'alcool, c'est que juste j'ai une rage dedans au moment où je dois animer ce débat, donc je suis en train de prendre un efferalgan. Voilà, parce que comme c'est filmé, après ça donne des images un peu... Donc Arnaud, si on peut passer la slide d'après. Alors, le personnage de Merlin, parce qu'en fait ce film, oui, je parle de votre bande dessinée comme d'un film, il y a des références au cinéma, donc effectivement, Ventura, ça commence fort, il dit « moi la BD c'est pas mon truc ». Il se retrouve face à un mec qui l'interviewe pour des raisons bizarres, et c'est pas son truc d'être interviewé non plus. Alors, ce film narratif, là, comment vous l'avez construit? Et il y a des références à des films de Ventura aussi derrière, alors je voudrais qu'on en parle un petit peu. Ben, il fallait un alter ego, il fallait quelqu'un pour lui donner la réplique, tout simplement. Et en gros, quand on a un Tintin, il faut son capitaine Haddock. Oui. Voilà. Donc on a créé un personnage avec Stéphane qui est un peu le contrepoint et le contre-pied de Ventura, qui est brouillon un petit peu, et qui est inspiré évidemment par le film L'Emmerdeur. Voilà, c'est cette espèce voilà, un personnage qui est... marqué à la culotte par un autre, et puis ça a un ressort très efficace, et ça permet justement à Ventura de raconter des choses à quelqu'un, de se confier, d'être un peu harcelé, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui est taiseux, donc l'autre le cuisine quoi, en permanence, et l'énerve, et ça permet de faire sortir des choses. Sur ce personnage, du coup, mais il ressemble pas vraiment à Jacques Brel. Comment vous l'avez créé, ce personnage de Merlin, justement, par rapport à des références ou pas Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, franchement, je sais que je me suis inspiré d'une personne
j'avais une photo sous les yeux, mais alors je ne sais plus comment, enfin ça c'est vraiment quand on fait des recherches sur Google Images. Je ne sais pas quel était le mot-clé qui a fait que je suis tombé sur ce personnage-là. Je ne sais même pas qui c'est, mais j'ai aimé sa tête, c'est comme ça que j'ai imaginé qu'il pourrait être. Je me souviens plus si dans le scénario d'Arnaud il y avait des précisions sur son physique. Enfin, il était important qu'il ait des lunettes. Oui, parce voilà. que ça fait pitié, ça émeut, c'est ça? Oui, voilà. Et puis donc non, vraiment, j'avais un modèle, mais qui peu importe quel est. Voilà. Alors, autre image, vous avez évoqué ça par rapport à votre scénario, revenir sur la question du Ventura, homme de valeur. Alors, on a l'impression, en vous lisant, que toutes ces valeurs humaines qu'il a, il les tient du sport et du catch. Et ça a été, vous l'avez bien dit en introduction, c'est pas évident à savoir, mais effectivement, ce qui a déclenché l'envie chez vous d'écrire sur Ventura, qui est quand même assez atypique comme parcours d'acteur. Il commence comme catcheur, et voilà. Je vous laisse réagir à ça, éventuellement. Parce qu'il y a une mythologie du catch, en fait, et je suis assez attiré par tout ce qui a à voir avec la mythologie d'une manière générale. Et puis, bon, dès qu'on creuse la question, on se rend compte que, comme il dit lui-même, ce qui caractérise un grand champion, c'est d'abord ses valeurs morales, enfin, ça c'est son leitmotiv. Et donc, vraisemblablement, il se destinait au départ, pas à être acteur, au départ en tout cas, mais à être catcheur, d'abord à être lutteur puis catcheur, donc déjà quand même homme de spectacle, parce qu'on se donne quand même en spectacle, et il en avait conscience. Il ne s'agissait pas de renvoyer une image négative, il fallait pas tricher non plus, c'était ça son leitmotiv. Et Stéphane, quand vous travaillez sur le personnage de Ventura, vous allez récupérer des photos, par exemple, de combats, on en trouve encore de Ventura catcheur, ou comment vous assez peu. Assez peu. Non, en revanche, de la documentation sur le catch à l'époque, il y en a beaucoup. Mais il y a quelques photos, il y a une photo où on le voit à l'entraînement. Il y a les photos qui devaient servir à la promotion des matchs où il pose comme ça. Celle-ci, on la retrouve. Voilà, enfin, après, c'est... Voilà, j'ai fouillé. Ça fait un moment que je m'intéresse au catch. Ça faisait aussi partie des choses qui... Vous aviez ça en commun tous les deux. Oui. Passion. Non, mais ça fait partie un petit peu de la culture, comment dire... Moi, j'avais travaillé, par exemple, en bande dessinée, j'avais participé à la Lucha Libre, qui était un projet qui avait paru aux Humanoïdes Associés, où c'était des héros comme ça, catcheurs mexicains. Ah oui, ok. Auparavant même, j'avais réalisé des affiches qui mettaient en scène des catcheuses mexicaines pour un festival. Et en fait, même en bande dessinée, il y a une bande dessinée que j'adore par-dessus tout, qui s'appelle... là, je suis fatigué, enfin, ce matin c'est un peu compliqué de connecter tous ces... qui s'appelle Love and Rockets, où il y a une héroïne dont la tante est catcheuse. Et il y a des combats de catch d'ailleurs qui sont présentés dans cette bande dessinée qui sont formidables. Et ça fait partie, voilà, d'une espèce de... Ça fait partie de la culture populaire. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant. Enfin, El Santo, les films aussi, tout ça. Bon, ça fait des années et des années que je tourne autour de ça. Et là, c'était rigolo de l'incarner de cette façon-là. Voilà. Alors, autre image aussi sur la question de Lino Ventura, cinéphile. Donc, on a deux planches. Il y a beaucoup de planches muettes dans votre album, et peut-être commenter ça. Alors, on a l'impression d'un Ventura, justement, qui est un espèce de caméléon. Alors, peut-être... Enfin, moi, c'est ce que m'a suggéré c'est votre dispositif, où on voit d'autres acteurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a Spencer Tracy qui a été important pour lui, et puis Jean Gabin. Peut-être un petit commentaire à la fois sur l'idée, puis sur la mise en scène que vous avez faite de Ventura cinéphile. Bah, pour le coup, moi je me suis contenté de suivre le scénario. Ça, oui, c'est vraiment une chose qui avait été mise en place par Arnaud, et très, très précisément. Graphiquement, c'était vraiment très amusant de représenter ces séquences-là, puisque déjà la salle de cinéma, je trouve que c'est assez chouette à représenter. Enfin, s'amuser à, comme ça, ce rapport de mimétisme était amusant à reproduire. Maintenant, qu'est-ce que ça m'inspire de plus C'est dans quel film, alors que Bogart filme comme ça? La question un peu... Je commence à vous poser des petites questions. Là. Des questions pièges. Bon, voilà. Et... Un mot sur la rencontre avec Gabin. Ah oui, parce qu'il y a... Voilà. Oui. Oui, puisque Ventura est recruté pour jouer un rôle dans un film où joue Gabin.
Et donc, c'est parce qu'il y a Gabin qui l'admire par-dessus tout, c'est parce qu'il y a Gabin dans le film qu'il accepte. Et dès qu'il arrive sur le plateau, le premier jour, il croise le fils de Becker et lui dit « Je voudrais parler à Gabin ». Donc, peut-être que j'aurais dû parler d'abord des conditions financières qu'il avait réussi à négocier. Ah oui, oui, peut-être que je fasse ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand Becker, quand le producteur du film, dont le nom ne me revient pas, oui, c'est ça, ouais. Je ne sais plus comment s'appelle le producteur. Quand il lui propose de jouer dans le film, Ventura lui dit j'ai un métier, je suis entraîneur de catch. Le type lui dit mais vous voulez combien? Il dit 1 million. Il dit 1 million, mais vous êtes fou. Il compare avec les salaires des autres, il dit mais c'est démesuré. Et Ventura se lève et il fait au revoir, et il s'en va. Et il le rattrape dans le couloir et lui dit bon d'accord pour le million. Voilà. Ça c'est juste l'anecdote de départ. Et donc quand il est présenté à Gabin le jour du tournage, il arrive devant la loge, Gabin le reçoit très furtivement, et puis donc ils se disent bonjour, ça va, oui, bon, à tout à l'heure. Voilà, ça c'est en gros leur premier dialogue. Et quand Ventura s'en va, Gabin regarde son assistante et il dit c'est lui le million? La réputation. Et il dit il est fort ce Rital. Voilà. Ok, on trouve tout ça dans la bande dessinée. Alors, quelque chose d'étonnant aussi, on va retrouver un hommage plutôt Fumetti. Vous avez créé une BD dans la BD sur la question du passé familial de Ventura. Peut-être en dire 2 mots, l'idée scénaristique de créer des aventures de Lino et Bruno qui n'existent pas du tout, c'est une création, c'est juste le frère de Lino Ventura. C'est son frère de lait, en fait. Ils ont eu la même... ils ont tété au même sein, si je puis dire. Et c'est le fils de la nourrice de Lino Ventura. En fait, il y avait des anecdotes d'enfance, et je tiens à préciser d'ailleurs qu'elles sont toutes vraies. Hein. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que ça repose sur des témoignages, des anecdotes qui sont authentiques. Et on voulait mettre ça en scène, et puis avec Stéphane, on s'est amusé, hein, parce qu'on est aussi là pour se faire plaisir, à imaginer peut-être des passages un peu quick et fluf, plus Fumetti, comme vous dites. Et ça nous a beaucoup plu. Ça nous a permis aussi de trancher, de casser les rythmes et d'introduire une espèce de mise en abîme un peu sur la bande dessinée, quoi. Oui, puis le rapport de Gabin avec le grand absent, c'est son père. Alors c'est une des clés de lecture, Lino Ventura, oui. Mais parce que Gabin était presque on a l'impression qu'il s'est cherché des pères putatifs un peu partout, finalement. Sûrement. Donc ça, pour vous, c'est une lecture intéressante, cette histoire, pour comprendre Ventura, la question de l'enfant, de la solitude qu'on retrouve dans le film, là, et la quête du père. Parce que dans le film qu'on voit, finalement, il est face à une organisation, il est face à un père, c'est presque une espèce d'interrogation de l'ordre du monde, et de la quête, parce que la quête du père, c'est est-ce qu'il y a un grand architecte, un démiurge, et puis il est victime du démiurge dans ce film-là. Donc on retrouve la figure du père, finalement, victime du père, et le type qui est seul, qui ne comprend pas le sens de la vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette lecture-là, du coup, même par rapport au film qu'on vient de voir, sur même le choix de ces films, où il joue des pères aussi, pas mal. C'est compliqué, c'est un peu vertigineux. Oui. J'ai essayé de répondre très simplement. Déjà, effectivement, pour moi, Lino Ventura incarne l'image du père. C'est pas un acteur de notre génération, Arnaud et moi, et Arnaud a commencé par dire cela, ça faisait partie de notre patrimoine, et c'est plutôt une figure héritée de nos parents, et en particulier, pour ma part, de mon père. Donc c'est vrai que quand je vois Lino Ventura, ça m'évoque l'image de mon père, à la fois comme posture morale, à la fois aussi figure de bon vivant. Enfin, il incarne vraiment un certain nombre de valeurs paternelles. Et effectivement, ce qu'on découvre à la lecture de l'album, moi ce que j'ai découvert à la lecture du scénario, parce que j'ignorais beaucoup de choses sur sa vie, l'absence du père, on se rend compte que c'est effectivement l'une des grandes clés de compréhension de sa trajectoire, et peut-être aussi de son inspiration, de son rapport au cinéma. L'œil de verre, enfin on a appelé l'œil de verre, Lino Ventura a appelé l'œil de verre la caméra. Il y a cette idée derrière que ce regard qu'il cherche à croiser à travers celui de la caméra, c'est peut-être celui disparu de son père, etc. Bon, il y a quelque chose comme ça
qui parcourt tout l'album. Personnellement, ça me touchait énormément, puisque moi, mon père est mort il y a quelques années de ça aussi, et quand je le lisais, enfin quand j'ai réalisé cet album, je pensais à lui, et à la fin de l'album, je me disais, mais il y a quelque chose d'extrêmement... Je pense que ça raconte ça aussi, qu'est l'absence de ce... Enfin voilà, je crois que chacun d'entre nous, on est toujours à la recherche d'une adhésion, et je pense que c'est sans doute, moi en tout cas, lorsque je le dessinais, ce que je recherchais à faire, c'est-à-dire, comme Lino Ventura, essayer d'avoir une forme de reconnaissance paternelle. Ce qui est touchant, c'est que tous les deux, il y a une dédicace, je crois que vous avez dédicacé ça à votre père et vous à votre mère, je crois. Hein, cet album, c'est touchant finalement. On s'est pas concerté. Non, mais travailler sur Lino Ventura, ça nous ramène à notre famille, à notre racine, à la question de la famille, c'est chouette, ouais. Voilà. Peut-être pas dire plus, hein, je me suis... Non, je suis ému par ce que vient de dire Stéphane, parce que il ne faut pas mieux dire. Voilà. Suivant. Alors, on va passer au jeu papier nickelé maintenant. Donc vous pouvez vous rasseoir. Merci. En tout cas, on vous retrouve pour la dédicace, hein, parce que le public, vous allez pouvoir échanger avec eux. Et aussi, vous allez pouvoir gagner... alors là, vous allez gagner, donc je fais appel à Jérôme Trollet, qui est un ami bénévole. Donc Jérôme va venir. Alors, vous allez bien lever la main, c'est important. Alors Jérôme, peut-être je vais te demander de passer le micro. Donc, je vais vous poser des questions sur Lino Ventura dans l'illustration et la caricature. Donc, il faudra éventuellement essayer de trouver une réponse. Si vous répondez bien, Jérôme vous remettra un exemplaire de la revue Papier Niqué, qui est une revue qui existe depuis 15 ans, qui est dédiée à l'image populaire, à savoir l'illustration, la bande dessinée et le dessin de presse. Voilà. Hop, donc on est actuellement au numéro 61, et donc il y a une rubrique ciné-BD que j'écris, voilà, il y aura des ciné-BD spéciales le Glénat dans les prochains, depuis le numéro 59. Voilà, donc la première question. Là, je suis désolé, alors on va passer à l'après, ouais, l'image est un peu pixelisée, je suis désolé. Alors en même temps, Lino Ventura apparaît dans une bande dessinée où il joue un commissaire de police qui lutte contre un système fasciste, qui est un système fasciste de gauche. Cette bande dessinée a eu une suite. Et là, le système fasciste est un système fasciste de droite. Ces deux systèmes fascistes veulent notre bien. Et Lino Ventura, à la fin, il est abattu, comme dans le film qu'on vient de voir. Voilà. Donc je vous demande éventuellement le nom de la série, voire voilà, le nom du scénariste. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil à un film, on peut passer là, voilà, Cadavre exquis, hein, qui est vraiment en miroir et en complément du film qu'on vient de voir. Hein. C'est un film sur le système, la mafia. Voilà. Si quelqu'un... Alors, monsieur, dans le fond, a levé en premier, je crois, allez-y, on vous écoute. Allô ? Ah, SOS Bonheur de Jean Van Hamme. Alors, on va vérifier. Voilà, monsieur a gagné un exemplaire de Papier Nickelé que Jérôme vous remet tout de suite. Bravo. Voilà, donc c'est très intéressant de voir Lino Ventura, effectivement, plutôt le vieux Lino Ventura. Voilà, je vous invite à lire cette BD. C'est paru chez Dupuis, mais cette BD est un chef-d'œuvre. Bah, on est d'accord, hein, même on est tolérant chez Glénat, on reconnaît que... Et si vous allez au centre belge de la BD, vous avez une très belle expo sur Griffo, hein, qui a repris aussi sa série sur Venise et Casanova. Voilà. Suivante. Alors, dans Astérix, Lino Ventura apparaît sous les traits de Aérobus, centurion romain, un petit peu colérique, forcément. Hein. Et donc, je vous demande de dire quel Astérix, le titre de l'Astérix de Lino Ventura se met en colère, comme ça. Et il s'en prend plein la figure après, parce que même si Lino Ventura, les Gaulois sont quand même plus forts. Alors, monsieur, allez-y. Parlez dans le micro, parce qu'on enregistre, tout ça est capté. Ça serait pas le domaine des dieux? Non, pas le domaine des dieux. Alors, comment vous donner un indice? Vous avez vu dans le film, alors, ça va faire écho au film. Dans le film, il y a un duel. Il y a un duel entre... Alors c'est très bien manifesté par le damier, les noirs et les blancs, le bien et le mal. Donc il y a un conflit. Donc voilà, je vous aide, le titre de l'album à avoir avec ce conflit. Ce serait pas le combat des chefs? Non. Ah oui, pas loin. Alors quand il y a un conflit, souvent, on va aller plus loin, il y a un démiurge, il y a un mec qui fait ex machina, un Deus ex machina qui existe dans le film et qu'on n'arrive pas à voir. Et dans cet Astérix, c'est quelqu'un qui s'amuse à diviser pour régner. Et il sème là. Alors monsieur a déjà joué, vous pouvez pas. Une fois que vous avez gagné. Ah, vous donnerez aux collègues. Il y a une cohésion. Il y a une cohésion d'équipe. Bon, alors le collègue, vous lui avez soufflé. Alors, madame, allez-y. La zizanie. Alors, parce que madame a gagné, suspense. Et nous avons la zizanie. Bravo, madame, aidée par l'équipe. Là, on a un team de 3 personnes. Bravo.
Voilà, suivante. Alors là maintenant on est dans le domaine de la caricature. Alors la caricature, là effectivement Lino Ventura s'y prête beaucoup. Donc là je voudrais avoir deux choses, le film et je voudrais un peu plus difficile, l'auteur de cette caricature. Bon, alors, le film tout le monde va le trouver. Hein, du coup je suis... Alors du coup, ce qu'on va faire, si tout le monde a trouvé le film, je veux au moins le réalisateur du film. Si vous avez pas, parce que est-ce que quelqu'un connaît le dessinateur? Pas facile, hein? Bon, alors du coup, pour faire gagner quand même, le réalisateur, alors le nom du film et de son réalisateur. Le premier qui trouve la réponse, alors monsieur dans le fond. Ah oui, mais alors les tontons flingueurs, tout le monde le sait. Enfin, c'est trop facile parce que c'est marqué dessus les tontons flingueurs, vous voyez. Alors moi il me faudrait quand même le nom, parce qu'on est sur un truc de cinéphilie là. Qui me trouve le nom du réalisateur des Tontons Flingueurs? Lino Ventura a joué plusieurs fois pour lui. Madame devant? Je crois que c'est Georges Lautner. Alors, madame dit Georges Lautner, madame a gagné, c'est Georges Lautner. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que cette BD, enfin c'est pas une BD, c'est un livre d'illustration qui est encore chez Glénat, comme par hasard. Ça s'appelle Les Tontons éparpillés façon puzzle, puisque Lautner travaillait avec Michel Audiard, un des grands dialoguistes du cinéma français, et là on est dans le Ventura clown blanc. Donc madame, vous gagnez un petit album, une petite revue, et effectivement c'est D'Acosta qui caricature tous ces personnages. Voilà. Alors maintenant, on est dans la presse satirique, et à un moment donné, quelqu'un, je ne sais pas s'il a aimé ça, Lino Ventura, donc on fait un collage entre Lino Ventura et, alors je ne vous demande pas qui a fait ça, c'est quelqu'un qui s'appelait Anno, je crois, bon. Mais je vous demande de quel film de la filmographie de Lino Ventura ce dessin fait écho. Voilà. Si vous n'avez pas le réalisateur, c'est pas grave. Mais au moins le film, alors il faut savoir que Lino Ventura, il a failli tourner dans une série qui aurait pu être le James Bond à la française, et en fait, il en a fait un, et puis après, il a eu peut-être le bon goût d'arrêter. Madame. Le gorille? Alors oui, mais le gorille, mais oui, c'est trop facile, ça, il faut le titre, parce qu'on est d'accord que c'est un gorille. Donc ce que j'aimerais, c'est le titre du film, où il y a le mot gorille, mais là, c'est trop facile. Oui, alors, si quelqu'un, je reprends mes petites notes pour vous dire le réalisateur, je crois que le gorille vous salue bien. Le gorille vous salue bien. Alors, madame, vous avez déjà gagné en plus. Ah ouais, c'est ça le problème. Je pense que pour la moitié de la réponse... Oui, voilà, on va faire ça, Jérôme. On va, madame, voilà, on va travailler en équipe. Alors, le gorille vous salue bien, hein, c'est un film de Bernard Borderie. Bon, qu'en dire, hein, c'est qu'effectivement, on est quand même dans le catch un peu, on est dans le film d'action, et Lino Ventura a peut-être bien fait de ne pas faire la suite. Voilà, hein, du coup. Mais ça reste un film rigolo qu'on trouve en DVD. Alors maintenant, dernière question. Dernière question, bah là vous avez deviné tout de suite que c'est Uderzo. Uderzo fait ce dessin pour rendre hommage à Lino Ventura et Jean Gabin, qui sont au paradis. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, en fait, la bande dessinée et les dessinateurs sont souvent très généreux et participent à des ouvrages collectifs. Je voudrais savoir quel est l'objet de cet ouvrage collectif. À savoir que cet ouvrage collectif, c'est par rapport à une œuvre caritative, et c'est abordé dans la bande dessinée. Alors, on va passer à la suivante, d'une façon très très subtile, hein, il n'y a pas beaucoup de dialogue, et là, on aborde un thème qui est très cher à Lino Ventura. Voilà. Donc l'idée, c'est de me trouver quelle est la cause caritative pour laquelle ce dessin d'Uderzo a été fait, et elle est évoquée par ce très beau dessin de Stéphane Wary. Voilà. Personnage. Alors, je suis désolé, le jeu c'est de lever le... Voilà, madame a levé la main avant, donc on vous écoute, madame. Personnage. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que cette association Personnage? C'est pour aider les enfants handicapés. Tout à fait. Je vous invite à voir sur YouTube, vous avez Lino Ventura qui vient au journal télé et qui pique une colère contre un maire d'une commune qui s'est opposé parce que les gens avaient peur que dans leur commune en région parisienne, on installe un lieu pour enfants handicapés. Une des filles de Lino Ventura était handicapée. Il en a très peu parlé, il a fait beaucoup de choses. Et effectivement, je pense que c'est important de saluer ce grand monsieur qui était Lino Ventura par rapport aussi à ce qu'il a fait pour ces enfants handicapés, puisque l'association Personnage existe toujours. Et vous trouvez ça dans 30 pinceaux contre l'indifférence. L'éditeur, c'est Grafougnage. Ça se trouve d'occasion et c'est très beau parce que beaucoup d'auteurs de bande dessinée ont participé à ce collectif. Voilà. Donc, nous avons, dernière slide, et là je pense qu'on arrive au moment important où vous allez gagner déjà quelque chose. Donc, je vais vous demander de prendre votre ticket. Alors, parce que nous avons Stéphane Stéphane, je vais te demander de venir me rejoindre. Donc, cette affiche-là, c'est toi qui l'as réalisée.
et on va la faire gagner, donc avec cette fameuse valise. Et alors, quel est ton film préféré de Lino Ventura? Est-ce que c'est celui-là où il y en a un? Pendant que j'attends qu'Arnaud vienne me donner les petits... je vais te faire tirer au sort les 10, et Franck remettra. Alors, merci à Glénat, on peut montrer quand même le beau... les belles affiches qui ont été faites spécialement. Et donc, ton Lino Ventura préféré, celui-là, d'autres? Avant de connaître celui-là, j'aurais dit L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres de Melville. Voilà. Elles sont là, merci Arnaud, merci beaucoup à toi. L'Armée des Ombres. Oui, alors c'est vrai que c'est étonnant parce que Léa Ventura disait qu'il y a un avant-après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il passe chez Melville, on a l'impression que sa filmographie passe un peu au noir et on rentre sur des films beaucoup plus sombres, peut-être, dans sa carrière. Je ne sais pas ce que tu en penses sur la... Est-ce qu'il y a des films qui te font rire de Lino Ventura, celui qui te fait le plus rire? Oui, mais bien sûr, les tontons. Les tontons, quand même. Bien sûr, évidemment. Voilà, alors ce qu'on va faire, vu que je n'ai pas de... Je finis le verre va servir à quelque chose. Donc je finis de boire, et là, nous allons... Hop. Donc disons que Melville, moi, je m'intéressais à Melville. C'est encore mieux, voilà, on a le Graal. Il nous apporte le Graal. Donc oui, sur Melville, vas-y. Oui, non, c'est un réalisateur dont j'adore les films depuis... quand j'ai découvert Le Samouraï, par exemple, c'est un film qui m'a vraiment profondément marqué. Et voilà, je pense que pour le coup, c'est une influence réelle aussi dans mon travail. Le traitement graphique de ce que tu fais, sur la question des clairs-obscurs. Par contre, Ventura vous le montrez dans la BD, c'est qu'on revisite avec cette BD une partie de l'histoire du cinéma, et c'est vrai qu'il y a sur l'Armée des Ombres, Ventura ne parlait plus à Melville. Ça veut dire qu'ils se sont fâchés, c'est un truc qui est énorme. Voilà. Donc tout ça, vous retrouvez toutes ces anecdotes, toutes ces histoires dans la bande dessinée, dans la séance de dédicace. Et là, je vais te demander, Stéphane, de tirer, voilà, et puis je vais les lire, et les personnes vont lever le doigt, et Franck, à ce moment-là, tu vas leur remettre, et ça sera signé au moment de la... au moment des albums, voilà, vous aurez votre signature. Alors, donc le numéro, c'est on va dire les deux derniers chiffres, parce que c'est pas très pratique au début, c'est vrai qu'il faudrait presque avoir une loupe. Ah ouais, c'est compliqué, là. Il n'a pas été enlevé, le vôtre. Alors moi, le 387, il faudrait presque avoir une loupe, là, dis donc. Le 387. Est-ce que quelqu'un a le 387? Arnaud, est-ce que tu peux venir me confirmer les fameux numéros? C'est ça, c'est les 3 derniers numéros qu'il faut lire. C'est bien 387. Je suis pas encore... Bon, personne? Allez, on passe au suivant, tant pis. Il y a des gens qui sont peut-être partis, tant pis pour eux. Alors, suspense. 386. 386. On vous fait quand même 10. Ouais, on prend là. 1. Voilà. Bon, alors, sinon, Franck on me fait une proposition. On va voir si tout le monde... parce que c'est vrai que c'est un peu fastidieux de tirer le numéro de gens qui ne sont pas là. 379. Est-ce que le 379 est... Le numéro, il apparaît. Ah, le numéro, il apparaît à la fin. À l'avant-dernière. Là, t'en as. Oui, de rembourser juste avant... Écoutez, alors là, il y a un truc génial qui vient de se passer, validé par Glénat. J'ai tiré plus d'affiches que prévu, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tous boire un coup à la librairie à côté, et que pendant que vous faites dédicacer les albums, vous pouvez récupérer une affiche qui sera dédicacée également par Arnaud et par Stéphane. On fait ça? Tout le monde a gagné, comme c'est Jacques Martin. Bravo pour vous remercier de votre présence un samedi matin, parce que quand même c'est chouette. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et je vais informer monsieur que la séance est terminée. Voilà, c'est fini. Vous pouvez aller, et vous avez gagné une affiche aussi. Vous avez gagné sans rien faire, vous avez gagné une affiche, c'est magique. Voilà, pas de soucis. Voilà, merci, on se retrouve ensemble pour un coup.